Voilà une annonce qui fait lever les sourcils, autant qu'elle arrache un sourire. Plus de 110 millions de dollars, soit autour de 100 à 102 millions d'euros, pourraient bientôt revenir dans les caisses de l'Algérie. Voilà une annonce qui fait lever les sourcils, autant qu'elle arrache un sourire. Plus de 110 millions de dollars, soit autour de 100 à 102 millions d'euros, pourraient bientôt revenir dans les caisses de l'Algérie. Il s'agirait d'argent détourné durant l'ère Bouteflika, longtemps immobilisé en Suisse, et que ce pays s'apprêterait enfin à restituer. Du moins, c'est le récit qui nous est servi depuis le 5 avril 2026, à l'issue d'un conseil des ministres dirigé par Abdelmadjid Tebboune lui-même. Le président n'a pas laissé place au doute, il a présenté cette annonce comme une première récupération tangible, officielle et chiffrée dans l'interminable dossier des fortunes suspectes et des capitaux évaporés à l'étranger. Derrière ces sommes, on retrouve tout un écosystème, figures influentes du régime passé. Hommes d'affaires ultra riches, proches du pouvoir, hauts responsables ayant occupé des postes stratégiques, tous soupçonnés d'avoir fait transiter cet argent via des montages complexes, comptes bancaires helvétiques, investissements discrets ou sociétés écrans. Depuis la chute du régime en 2019 dans le sillage du Irak, les autorités algériennes ont multiplié les démarches judiciaires à l'international pour tenter de récupérer ces fonds publics envolés. Une traque ambitieuse intensifiée sous Tebboune visant à remonter la trace d'un argent issu de marchés truqués de commissions douteuses ou de détournements au sein d'entreprises publiques. Résultat, une annonce qui prend tout le monde de court, mais qui, avouons-le, a de quoi faire plaisir au moins sur le papier. Difficile de ne pas applaudir enfin quelque chose de concret, quelque chose de palpable. Sur le papier, c'est presque une petite victoire. Pourtant, il faut se souvenir que depuis plusieurs années, Abdelmadjid Tebboune affirme que l'Algérie aurait déjà récupéré près de 30 milliards de dollars issus des détournements de l'époque Bouteflika. Un chiffre impressionnant, peut-être trop impressionnant pour être crédible, car dans la réalité, personne n'y a vraiment cru. Et pour cause, on parle là d'un montant colossal équivalent à plus de 10% de la richesse produite chaque année par le pays, voire proche de 20% de son PIB, des proportions qui donnent le vertige. Mais surtout, où sont les preuves? En dehors de quelques images soigneusement mises en scène à la télévision, quelques voitures confisquées, quelques biens immobiliers exposés, rien de réellement tangible n'a été montré. Aucun signe clair permettant de suivre la trace de cet argent ou de mesurer son retour effectif dans les caisses publiques. Habituellement, lorsqu'on évoque les fonds détournés vers l'étranger, on pense à des comptes bancaires dissimulés ou à des propriétés situées dans les zones les plus prisées, notamment en Europe. Dans ce contexte, voir la Suisse restituer environ 110 millions de dollars, soit un peu plus de 100 millions d'euros, apparaît presque comme un événement historique, une première, un succès, une sorte de trophée politique que l'on peut brandir fièrement. Mais voilà, il y a un détail qui dérange. Jusqu'à présent, aucune confirmation officielle n'est venue des autorités suisses. Pour l'instant, silence radio du côté suisse. Ni validation officielle, ni confirmation des déclarations relayées par Abdelmadjid Tebboune lors du Conseil des ministres, rien n'est venu appuyer publiquement ce récit. En attendant des précisions ou un éclairage plus solide, un seul élément est reconnu par les autorités helvétiques, une rencontre diplomatique bien réelle avec Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie algérienne. En effet, selon une publication officielle du gouvernement suisse que l'on peut consulter, 2 membres du Conseil fédéral, Ignacio Cassis et Beat Jans, ont reçu Ahmed Attaf le 2 avril 2026, soit exactement 3 jours avant la fameuse réunion du 5 avril. C'est lors de cette visite, semble-t-il, que le ministre algérien aurait présenté à son président l'idée ou l'information selon laquelle la Suisse serait prête à restituer environ 110 millions de dollars provenant de fonds détournés dissimulés dans des comptes bancaires, des placements discrets, ou encore via des structures opaques implantées en Suisse. Autrement dit, oui, Ahmed Attaf était bien en Suisse quelques jours plus tôt. Oui, des discussions ont eu lieu. Mais selon la version officielle suisse, il ne s'agit pour l'instant que d'une réunion diplomatique mentionnée dans un simple communiqué du ministère des Affaires étrangères, rien de plus, rien de moins. Avant d'aller plus loin, petit détour par le fonctionnement politique suisse, parce que oui, ce n'est pas exactement un modèle classique. En Suisse, oubliez l'image d'un président tout-puissant, ici le pouvoir exécutif, repose sur une structure bien particulière appelée le Conseil fédéral. C'est lui qui joue le rôle de gouvernement. Le pays est organisé selon un système fédéral très marqué, où chaque région qu'on appelle un canton dispose d'une large autonomie. Cette architecture donne naissance à une gouvernance collective presque unique en son genre. À la tête de l'État, pas une seule figure dominante, mais un groupe de 7 conseillers fédéraux,
comparable à des ministres dans d'autres pays. Ensemble, ils dirigent, décident et incarnent l'exécutif. Et ce n'est pas tout, la fonction de président de la Confédération n'est ni permanente ni centralisée. Elle circule. Chaque année, un membre du Conseil fédéral est désigné pour occuper ce rôle accompagné d'un vice-président également choisi en interne. Résultat, un système collégial où le pouvoir se partage, se redistribue et ne s'accroche jamais durablement à une seule personne. Au moins sur un point, il n'y a aucun flou, les autorités suisses confirment bien la visite d'Ahmed Attaf. Le 2 avril à Berne, oui Berne et pas Genève, comme on l'entend trop souvent, le chef de la diplomatie algérienne a été reçu officiellement par Ignacio Cassis. Petite précision qui a son importance. Genève attire les projecteurs, mais la véritable capitale politique suisse reste bel et bien Berne et ça n'a jamais changé. Lors de cette rencontre, les discussions ont porté sur plusieurs sujets stratégiques, redynamiser les relations entre les deux pays, mais aussi faire le point sur le contexte international. Et ce n'est pas tout. Ahmed Attaf a également échangé avec Beat Jans, autre figure du Conseil fédéral autour de thématiques bien concrètes cette fois, sécurité, justice et surtout migration. Autrement dit, oui, la Suisse confirme ses rencontres, oui, les dossiers sensibles ont été abordés, mais sans entrer dans les détails que certains attendaient peut-être. Et justement, sur la question migratoire, les deux parties semblent afficher une entente plutôt solide. Depuis la visite de Beat Jans à Alger le 30 juin 2025, la coopération s'est clairement intensifiée. À cette occasion, une déclaration d'intention avait été signée ouvrant la voie à un dialogue structuré et à des projets concrets autour de la gestion des flux migratoires et de la protection des réfugiés. Lors de leurs échanges récents, les autorités suisses ont même salué ce qu'elles qualifient de collaboration efficace, notamment en matière de réadmission. En clair, l'Algérie joue le jeu, elle accepte de reprendre sur son territoire certains de ses ressortissants que la Suisse souhaite renvoyer, que ce soit pour des raisons liées à l'immigration irrégulière ou à des problèmes de délinquance. Une coopération qui fonctionne au moins sur ce terrain-là. En réalité, la présence algérienne en Suisse reste assez limitée. On parle d'une communauté qui dépasse à peine les 50 000 personnes. Quant aux migrants en situation irrégulière, difficile d'avoir un chiffre précis, mais on évoque quelques milliers, tout au plus probablement moins de 5 000. Pourtant, il suffit d'une minorité qui crée des tensions pour que la réaction soit immédiate. Et là, la Suisse ne plaisante pas. Ce n'est clairement pas un pays où l'on entre et reste facilement. Sa politique migratoire est réputée pour sa rigueur extrême. Le moindre écart, la plus petite infraction et la sanction peut tomber très vite, expulsion, éloignement du territoire, aucune tolérance. Dans ce contexte, l'Algérie semble jouer la carte de la coopération un peu comme elle le fait déjà avec la Belgique, un sujet que l'on a évoqué récemment. Et contrairement à la situation tendue avec la France depuis l'été 2024, les relations entre Alger et Berne, du moins sur les questions migratoires, sont plutôt au beau fixe. La collaboration entre les forces de sécurité des deux pays est devenue un axe stratégique renforcé notamment par un accord signé en 2025. Ce mémorandum a permis d'intensifier les échanges d'informations et de structurer davantage la coopération policière. Autrement dit, tout fonctionne plutôt bien entre les deux États. Les liens se consolident, les échanges s'intensifient et dans ce contexte, Ahmed Attaf a logiquement rencontré le responsable suisse en charge de la justice et de la police. C'est d'ailleurs avec lui que la question sensible du retour des fonds aurait en toute logique été abordée, du moins c'est ce que l'on peut supposer. Et c'est de là que les choses deviennent intéressantes, ou plutôt floues, car du côté suisse, le silence est total sur ce point précis. Aucune trace de cette fameuse restitution dans les communications officielles. Attention, je ne dis pas que l'annonce venue d'Alger est fausse, je dis simplement qu'elle n'a pour l'instant reçu aucune validation de Berne. Nuance importante, elle pourrait être exacte bien sûr et on aimerait tous que ce soit le cas. Mais c'est difficile de ne pas rester prudent, surtout quand on a déjà vu par le passé certaines annonces, disons, un peu trop optimistes. Si jamais cette information s'avérait inexacte, ce serait évidemment problématique. Espérons que ce ne soit pas le cas. En attendant, oui, c'est une nouvelle qui fait plaisir, mais elle reste entourée de nombreuses zones d'ombre, d'autant plus étrange que la presse suisse, habituellement réactive, est restée presque muette. Très peu de relais médiatiques et surtout, aucun grand titre national pour confirmer l'information. Et connaissant la Suisse, un pays qui ne distribue pas des millions à d'autres États tous les 4 matins, cela soulève forcément des questions. Il faut préciser que lorsqu'il s'agit de restituer des fonds détournés, la Suisse sait le faire, mais selon des procédures bien encadrées. Le média suisse 20 Minutes a bien mentionné l'annonce relayée par la présidence algérienne,
Mais à part ce relais isolé, rien de solide n'a émergé dans les heures qui ont suivi. Ni confirmation, ni analyse approfondie, ni reprise par les grands médias du pays. Et c'est là que les interrogations commencent à s'accumuler. Pourquoi aucune communication officielle sur un éventuel accord, car restituer plus de 100 millions d'euros, ne se fait pas sans cadre juridique clair. Il faut des conventions, des engagements précis, des modalités définies. Et surtout, une question essentielle reste en suspens, cet argent. Concrètement, il va où vers la Banque d'Algérie? Un fonds spécifique sous quelle forme, espèce, actif, investissement? Pour l'instant, mystère total. Une chose est sûre, ce dossier mérite d'être creusé. En attendant des confirmations des détails et des explications sérieuses, on garde une position prudente. On espère que cette annonce est réelle et pas simplement une illusion bien emballée. Au moins, cette annonce a eu un effet indéniable. Elle a brisé un silence qui durait depuis trop longtemps. Elle a mis en lumière un sujet que beaucoup préféraient éviter, celui des capitaux algériens dissimulés en Suisse. Car oui, ces fonds existent et ce n'est un secret pour personne. Depuis des années, on en parle à demi-mot sans jamais vraiment crever l'abcès. Il faut dire que la Suisse traîne derrière elle une réputation bien particulière. Autrefois considérée comme un véritable refuge pour les fortunes discrètes, elle n'occupe plus tout à fait ce rôle aujourd'hui, du moins officiellement. Certes, certains cantons continuent de protéger jalousement le secret bancaire, attirant encore de grandes fortunes des investisseurs internationaux et parfois des profils beaucoup plus controversés. Mais le paysage a évolué. Les véritables zones d'ombre en matière de finances se trouvent désormais ailleurs, Luxembourg, Liechtenstein, Monaco, et au-delà de l'Europe, des territoires encore plus opaques comme les Bahamas, Grenade ou certaines îles du Pacifique et de l'océan Indien. Des endroits où les capitaux douteux circulent plus librement loin des regards. Cela dit, il ne faut pas enterrer trop vite la Suisse. Même si elle n'est plus le symbole absolu du secret financier, elle reste une place incontournable. Son système bancaire est solide, ses institutions financières puissantes et ses sociétés d'investissement continuent de jouer un rôle majeur à l'échelle internationale. En clair, ce n'est peut-être plus un paradis fiscal au sens classique, mais ça reste un centre financier de premier plan. D'après la version officielle avancée par les autorités algériennes, pas moins de 33 demandes judiciaires auraient été adressées à la Suisse dans le cadre de cette affaire. Sur ce total, une vingtaine auraient été étudiées et validées par les autorités helvétiques, mais ce qui attire l'attention, ce sont surtout les 4 dossiers qui auraient été entièrement bouclés avec décision de justice à la clé et procédure finalisée concernant des avoirs déjà bloqués. Résultat annoncé environ 110 millions de dollars qui devraient être restitués dans les mois à venir. Voilà le récit officiel. Mais soyons honnêtes, quelque chose cloche, ou du moins laisse perplexe. 4 affaires clôturées pour un tel montant, cela soulève forcément des questions. Si ces 4 cas suffisent à récupérer une somme aussi importante, que se passera-t-il lorsque toutes les procédures seront terminées? On parle de milliards. Le raisonnement paraît, disons, un peu difficile à suivre. Il y a une zone grise, une part d'incertitude qui pousse à rester prudent. D'où l'usage du conditionnel en attendant des clarifications, notamment du côté suisse. Et puis, il faut comprendre de quoi on parle réellement. Une commission rogatoire, ce n'est pas une simple formalité. C'est une demande officielle adressée par des magistrats algériens à leurs homologues suisses pour solliciter une coopération judiciaire. Cela peut impliquer des échanges d'informations, voire des déplacements de juges algériens en Suisse pour coordonner les enquêtes. L'objectif, obtenir l'ouverture de procédures visant des individus ou des entités soupçonnées d'avoir transféré des fonds illicites depuis l'Algérie vers des structures financières en Suisse. En clair, accepter une commission rogatoire, ce n'est pas restituer de l'argent, c'est seulement accepter d'enquêter. En réalité, tout commence bien avant la restitution. Lorsqu'une demande judiciaire arrive en Suisse, elle est d'abord analysée. Si elle est jugée recevable, alors oui, les autorités suisses acceptent de coopérer, mais cela signifie simplement une chose, ouvrir une enquête, rien de plus. Accepter une commission rogatoire, ce n'est pas valider un remboursement, c'est enclencher un processus. Et ce processus est long, méthodique, presque chirurgical. Car en Suisse, on ne tranche pas à la légère. Chaque dossier passe par une série d'étapes: investigation approfondie, auditions des personnes concernées, vérification financière, collaboration avec les services fiscaux. Si une entreprise est impliquée, ses comptes sont épluchés. Si une personne est visée, elle est entendue. Puis vient la phase judiciaire avec une décision rendue par les tribunaux. Et seulement après tout cela, oui, seulement à ce moment-là, on peut envisager la restitution des fonds.
Alors quand on nous parle de 4 dossiers déjà finalisés pour récupérer une somme aussi importante, difficile de ne pas lever un sourcil. Cela paraît, disons, un peu rapide, voire étonnant. D'où cette prudence nécessaire. En attendant des confirmations solides, mieux vaut rester au conditionnel. Mais au moins cette annonce a le mérite de remettre sur la table un sujet longtemps évité. Et il faut dire que ce n'est pas une découverte récente. Depuis plusieurs années, les soupçons autour des avoirs algériens en Suisse circulent. Depuis 2019, notamment, les enquêtes se multiplient et plusieurs sources convergent vers une estimation entre 1000 et 1500 actifs financiers liés directement à des intérêts algériens. Cela correspond à autant de comptes bancaires détenus soit par des individus, soit par des entreprises tous connectés de près ou de loin à des figures algériennes. Ces éléments ne sortent pas de nulle part. En 2022, une enquête internationale retentissante Suisse Secret a jeté un pavé dans la mare. Basée sur une fuite massive de données provenant du Crédit Suisse, cette investigation a exposé l'existence de nombreux comptes liés à différentes nationalités dont des Algériens. Une révélation qui a fait grand bruit et qui a confirmé que le sujet était loin d'être anecdotique. Les révélations ne datent pas d'hier. Une grande banque suisse avait déjà mis en évidence l'existence de centaines de comptes associés à des ressortissants algériens. Mais attention au raccourci, tous les Algériens ayant des avoirs en Suisse ne sont pas forcément des figures du pouvoir ou des militaires influents. Une partie d'entre eux sont simplement des entrepreneurs ou des expatriés qui ont réussi à l'étranger en France, en Allemagne, aux États-Unis ou encore au Canada et qui ont choisi de placer ou de protéger leur argent en Suisse. Dans certains cas, il s'agit d'optimisation fiscale pratique légale consistant à réduire ses impôts. Dans d'autres, on flirte avec des zones beaucoup plus discutables comme l'évasion fiscale. Bref, il y a de tout. Mais au milieu de ces centaines de comptes, certains noms attirent forcément l'attention, notamment ceux liés à des personnalités politiques. Et parmi eux, un nom ressort immédiatement, celui d'Abdelaziz Bouteflika, ancien président de la République. Son cas a été mis en lumière par une vaste enquête internationale orchestrée par un consortium de 48 médias, dont Le Monde Jeune Afrique et plusieurs médias suisses sous l'égide de l'OCCRP. Cette investigation repose sur une fuite massive de données internes provenant du Crédit Suisse. On parle ici d'une base de données colossale, environ 18 000 comptes, liés à près de 30 000 clients couvrant plusieurs décennies des années 1940 jusqu'à la fin des années 2010. Un véritable trésor d'informations avec des détails précis, identité complète, numéro de compte, mouvements financiers, tout y est. Et ce que ces documents ont révélé est loin d'être anodin. Ils ont mis en évidence l'existence de comptes détenus par des personnalités dites exposées politiquement, certaines étant potentiellement liées à des affaires de corruption ou à des fonds d'origine douteuse. Parmi les noms qui ont émergé dans ce scandale mondial baptisé Suisse Secret, un figure immédiatement en tête de liste, celui d'Abdelaziz Bouteflika. L'ancien président algérien apparaît comme la personnalité la plus emblématique liée à ces révélations. Selon les données exposées, il disposait d'un compte personnel au Crédit Suisse ouvert en avril 1999, soit à peine un mois avant son arrivée au sommet de l'État. Un timing intéressant. Sur ce compte, un montant avoisinant 1 500 000 francs suisses a été enregistré, ce qui correspond à peu près à 1 million d'euros. Le compte est resté actif pendant plus d'une décennie avant de devenir inactif à partir de 2011. Mais attention, aucune preuve formelle ne permet d'affirmer que ces fonds proviennent d'actes de corruption ou de détournement. Et pour cause, Bouteflika n'était pas sans ressources avant d'accéder à la présidence. Il avait mené des activités de conseil, notamment dans les pays du Golfe, et travaillé avec les Émirats arabes unis, ce qui lui avait permis d'accumuler un certain capital. Disons que placer son argent en Suisse pouvait être une stratégie comme une autre. Autre nom marquant dans cette affaire, Khaled Nezzar. Ancien général et ex-ministre de la Défense, figure incontournable de l'Algérie des années 80 et acteur clé de la décennie noire, il détenait lui aussi des comptes en Suisse, 2 plus précisément ouverts en 2004 et restés actifs jusqu'en 2013. Les sommes déposées s'élevaient à plus de 2 millions de francs suisses, soit entre 1 et 1 400 000 euros environ à l'époque. Ce qui rend son cas particulièrement sensible, c'est le contexte. Ces comptes ont été ouverts alors que de graves accusations pesaient déjà sur lui, notamment en matière de violation des droits humains, de torture et de disparition forcée. Une procédure judiciaire avait d'ailleurs été engagée en Suisse, s'étalant sur plus d'une décennie.
mais elle n'a jamais abouti à un procès en raison de son décès récent, alors même qu'il devait être jugé pour des faits qualifiés de crimes contre l'humanité. Oui, Khaled Nezzar avait bien été visé par une procédure en Suisse, mais celle-ci n'a jamais atteint son terme. Pas de procès, pas de verdict, la mort est venue interrompre le processus avant qu'il n'aboutisse. Avec Abdelaziz Bouteflika, ce sont sans doute les deux figures les plus médiatisées de cette affaire. Mais au-delà de ces noms bien connus, d'autres profils ont également été mentionnés certains généraux des familles influentes des héritiers de figures militaires ou historiques, une liste assez large en réalité. Pourtant, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les montants en jeu restent relativement modestes. On est loin des dizaines, voire des centaines de millions d'euros dissimulés dans des coffres suisses. Rien d'aussi spectaculaire. Et surtout, il faut être clair, les données issues de cette enquête, basées sur les fuites du Crédit Suisse, ne permettent pas d'affirmer que ces fonds sont tous d'origine illégale. Elles soulèvent des doutes, posent des questions, mettent en lumière des pratiques, mais ne constituent pas des preuves formelles. En réalité, ce scandale pointe davantage du doigt la responsabilité des institutions bancaires et leur niveau de vigilance face à certains clients étrangers. De son côté, le Crédit Suisse avait rapidement réagi en affirmant que la majorité des comptes mentionnés avaient été soit clôturés, soit placés sous surveillance. Quant aux médias suisses, ils se sont retrouvés face à une limite bien réelle, le secret bancaire. Car en Suisse, ce principe reste extrêmement protégé. Même dans un pays où la liberté de la presse est solidement établie, il existe des frontières que les journalistes ne peuvent pas franchir. Résultat, pas de révélations fracassantes, pas de scandale explosif, pas de découvertes spectaculaires concernant les fonds algériens. Mais malgré tout, quelque chose a changé. En 2022, un premier voile a été levé. En 2026, on en soulève un autre. Peut-être que le moment est venu de faire la part des choses, de distinguer les faits des fantasmes. Oui, la Suisse reste un acteur majeur de la finance mondiale, et oui, certains capitaux algériens y ont transité. Mais entre réalité et exagération, il y a parfois un écart qu'il faut savoir mesurer. En réalité, quand on regarde de près, les sommes évoquées en Suisse restent relativement modestes, quelques millions par-ci, quelques millions par-là. Rien de comparable avec ce qui a été investi ailleurs. Car si l'on suit la trace de l'argent des élites algériennes, ce n'est pas vers la Suisse qu'il faut se tourner en priorité, mais plutôt vers la France. C'est là que se concentrent les acquisitions immobilières les plus significatives. Et la France n'est pas la seule destination prisée. L'Espagne aussi attire son lot de figures influentes. Plusieurs généraux et hauts responsables s'y sont installés bien plus qu'en Suisse. Des noms connus reviennent comme ceux d'anciens dirigeants militaires qui ont préféré les rivages espagnols à la discrétion helvétique. Et puis, il y a d'autres horizons encore, Dubaï, la Turquie, Malte, certains pays d'Europe de l'Est, sans oublier Hong Kong ou même le Panama. Autant de destinations qui ont accueilli ces capitaux en quête d'abri. Bien sûr, la Suisse n'est pas totalement absente du tableau. Certaines figures, comme l'ancien ministre Abdelmalek Bouchouareb, y détenaient des comptes qu'il a d'ailleurs tenté de justifier. Mais globalement, elle n'a jamais été le point de chute principal pour les grandes fortunes issues d'Algérie. L'idée selon laquelle tout cet argent serait massivement caché en Suisse, franchement, ça relève presque du mythe. Et c'est là que la question devient intéressante. Ces fameux 110 millions annoncés, où sont-ils réellement s'ils existaient sous cette forme? Pourquoi n'ont-ils pas été mis en évidence par l'enquête suisse secret? Peut-être sont-ils logés ailleurs dans d'autres banques, d'autres structures financières, ou via des montages encore plus opaques. Et puis, une autre interrogation demeure, parle-t-on de liquidités directement disponibles ou d'actifs biens immobiliers, participation, investissement? Parce que la nuance change tout. Prenons un cas concret, la famille Kouninef. Considérée comme l'une des plus puissantes fortunes de l'ère Bouteflika, elle possède des liens étroits avec la Suisse, notamment par leur mère et un père qui y a longtemps résidé. Les trois frères Reda Noureddine et Karim disposent d'une double culture algéro-suisse et surtout d'intérêts économiques présents sur le territoire helvétique. Alors, une question se pose presque naturellement, est-ce que la Suisse aurait accepté de transférer ses biens au profit de l'Algérie? Mais attention, parlons bien des choses. Ici, il ne s'agit pas forcément d'argent liquide, on parle d'actifs. Et un actif, ce n'est pas du cash, ce sont des immeubles, des commerces, des participations dans des entreprises, des parts, dans des sociétés, bref, des éléments bien plus complexes à évaluer et à récupérer. Et c'est là que tout devient flou. De quoi parle-t-on exactement dans ces fameux 110 millions d'argent directement disponibles ou de biens convertibles estimés à cette valeur? Sur ce point, aucune précision claire du côté algérien. Et du côté suisse, silence total.
Pas de déclaration, pas de confirmation, pas la moindre explication. Autant dire que le dossier est loin d'être éclairci. Il reste des zones d'ombre, des questions sans réponse. Une chose est sûre, ce sujet mérite d'être creusé. L'enquête continue et il faudra revenir avec des éléments plus solides. Reste à voir si les autorités